Conakry, 17 octobre 2014, au sommaire, le renforcement des capacités des jeunes. La question préoccupe le gouvernement. Un contrat vient d'être signé dans ce sens entre le ministre de l'Emploi et les futurs formateurs de l'École des Arts et Métiers. La France appuie la gendarmerie nationale avec le lancement de la formation sur la sécurité intérieure. La convention de cette coopération a été signée à Conakry. Plus de 1000 tonnes de vivres pour les victimes d'Ebola. C'est un geste de l'USAID. La remise a été effectuée par son administrateur en séjour à Conakry. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur un décret du président de la République. Décret portant création, attribution, organisation et du Conseil présidentiel des investissements et des partenaires publics et privés, CPI, PPP. Le président de la République décrète. Disposition 1, disposition générale. Article 1, il est créé sous l'autorité du président de la République un organe dénommé Conseil présidentiel des investissements et des partenaires publics privés, en abrégé CPI, PPP. Chapitre 2. Attribution. Article 2. Le Conseil présidentiel des investissements et des partenariats publics privés a pour mission de promouvoir le dialogue direct entre l'État, le secteur privé et la société civile pour identifier et prévenir les obstacles à l'investissement et les questions qui requièrent l'intervention du gouvernement en vue d'améliorer le climat des investissements en République de Guinée. À ce titre, il est chargé d'organiser la réflexion et de formuler des recommandations sur les questions se rapportant à la promotion et au développement des investissements privés, publics, nationaux et étrangers. Réduire les délais, simplifier les procédures administratives et instaurer des normes conformes aux standards internationaux. Fixer les grandes orientations en matière d'admission, de traitement, de protection et de promotion de l'investissement, coordonner la définition de la stratégie et les priorités de développement de l'investissement privé, ainsi que le programme national de promotion de l'investissement, arrêter la nomenclature des dépenses susceptibles d'être imputées au fonds dédié à l'appui et à la promotion de l'investissement, susciter et encourager la création et le développement d'institutions et d'instruments financiers adaptés au financement de l'investissement, assurer l'effectivité de la mise en œuvre des réformes en veillant à la consolidation des acquis et à l'application des textes de loi. Traiter toute autre question et rapport avec l'investissement. Chapitre 2. Organisation et fonctionnement. Article 3. Le Conseil présidentiel des investissements et des partenaires publics privés comprend les organes suivants: le comité consultatif, le comité des investissements, le secrétariat permanent. Section 1 du comité consultatif, article 4, le comité consultatif est chargé d'organiser la réflexion et de formuler des recommandations sur les questions se rapportant à la promotion et au développement des investissements privés, publics, nationaux et étrangers. Il se réunit sur convocation du président de la République. Article 5. Le comité consultatif est composé de 30 membres issus de l'administration du secteur privé national, de la société civile et des personnalités et investissements étrangers ayant une expérience internationale de pratique des affaires. Article 6. Les membres du comité consultatif nommés par décret du président de la République pour un mandat de 3 ans renouvelable. La fonction de membre du comité consultatif repose sur un engagement volontaire et n'est pas rémunéré. Article 7. Le comité consultatif peut faire appel à toute personne ressource dont la compétence est jugée nécessaire pour l'accomplissement de sa mission. Section 2 du comité des investissements. Article 8. Le comité des investissements est chargé de réduire les délais, simplifier les procédures administratives et instaurer des normes conformes aux standards internationaux pour la mise en œuvre efficiente des projets d'investissement prioritaires du gouvernement.
Article 9. Le comité des investissements est présidé par le ministre d'État à la présidence de la République en charge des questions d'investissement et des partenaires publics et privés. Article 10. Le comité des investissements est composé des ministres sectoriels en charge des dossiers à instruire, du ministre en charge de l'économie et des finances, du ministre en charge du budget, du ministre en charge des mines, du ministre de l'énergie, du ministre en charge de l'industrie, du ministre en charge du commerce et du gouverneur de la Banque centrale de la République, de l'administrateur général de l'administration et contrôle des grands projets et marchés publics, rapporteur, et du directeur de l'agence de promotion et des investissements privés. Section 3. Le secrétariat permanent. Article 11. Le secrétariat permanent du Conseil présidentiel des investissements et des partenaires publics et privés a pour mission de préparer les réunions, d'assister les groupes de travail du Conseil présidentiel des investissements et des partenariats publics et privés dans la mise en œuvre des recommandations des organes du CPI PPP. Le secrétariat permanent du CPI PPP est assuré par l'APIP. Chapitre 4, chapitre 6, disposition finale. Article 12. Les dépenses de fonctionnement du CPI PPP seront supportées par le budget de la présidence de la République. Article 13. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 17 octobre 2014, signé professeur Alpha Condé, président de la République. Justement, nous restons à la présidence de la République pour signaler que le président de la République a reçu en audience cet après-midi les ambassadeurs de France et les États-Unis d'Amérique. Ces deux diplomates étaient accompagnés de représentants présidents de l'Union européenne au centre des entretiens, la coopération et la coordination dans la riposte épidémie Ebola. Le compte rendu est signé de Momelamine Souma. Ils sont venus réaffirmer au président de la République l'union sacrée de la communauté internationale dans la riposte à l'épidémie Ebola. Il s'agit du représentant de l'Union européenne, de l'ambassadeur des États-Unis en Guinée et celui de la France. Une union sacrée pour la riposte à Ebola qui a pour mot d'ordre coopération, complémentarité et coordination. La riposte face à l'épidémie d'Ebola, sur la mobilisation de nos moyens au titre de nos aides bilatérales, des circuits multilatéraux, en insistant beaucoup sur la complémentarité de notre action. C'est vraiment le point sur lequel mon collègue délégué de l'Union européenne, mon collègue ambassadeur des États-Unis et moi-même avons insisté, c'est de bien montrer que ce que pouvaient faire les États-Unis, la France, l'Union européenne, tout ça était complémentaire sur le terrain à partir des zones où il y a le plus de besoins identifiés. C'est la façon dont on travaille depuis le début. Vous savez très bien que chaque fois qu'il y a des défis importants en Guinée, ces trois pays sont toujours, avec l'Union européenne, agissent en coordination, en complémentarité, sans esprit de concurrence entre nous, toujours dans l'intérêt aussi des Nations Unies, bien entendu, puisque nous sommes tous membres des Nations Unies, et d'abord avec le souci de répondre aux urgences sur le terrain, que ce soit à Nzérékoré, à Koya, à Forécaria, pour prendre demain à Macenta, où la France va ouvrir un centre de traitement. C'est vraiment ce souci-là. Priorité, complémentarité, coopération, coordination. Depuis la découverte de l'épidémie Ebola en Guinée, la lutte contre cette dangereuse maladie est devenue la préoccupation majeure du professeur Alpha Condé. Aujourd'hui, il est rejoint par la communauté internationale qui en fait une question de sécurité planétaire et de survie. Et puis, toujours au palais Serre-Touria, retenez que les premiers logements sociaux en cours de construction équipés seront livrés dès décembre de cette année 2014. C'est en tout cas ce qu'a affirmé le représentant de la société chinoise en charge des travaux au président de la République, professeur Alpha Condé. Le point avec Momelamine Souma.
La construction de logements sociaux équipés dans la commune de Ratoma avance à grands pas. Les experts de la société chinoise en charge des travaux, Guilomar Grandioso, sont venus rassurer le président de la République sur la livraison dès décembre 2014, c'est-à-dire dans 3 mois, des premiers logements. Ils ont été introduits par le ministre de la Ville et de Construction. Lancement des travaux sur Kipé et Lambangui. Là où à Kipé, on est en train maintenant de travailler. Et à Lambangui, c'est juste les difficultés que nous avons par rapport au déblocage du travail que nous sommes en train de faire là. Et surtout lui faire comprendre que nous avons commencé déjà les indemnisations et également que nous sommes partants pour, n'est-ce pas, avec nos amis chinois, à nous occuper du centre directionnel de Coloma. C'est de toutes ces questions que nous avons discutées ensemble. Et sur ce motif, le président a ordonné à ce que nous puissions nous rencontrer avec nos amis chinois pour qu'on leur montre le plan qui avait été, les études qui avaient été faites par le bureau d'études Sibonnet, un bureau d'études cubain. Et en fonction de cela, ce qu'ils vont tirer de là, c'est en fonction de cela que nous allons construire des commissions qui vont essayer de discuter concrètement jusqu'à aboutir à une convention qui leur permettra de prendre en charge la construction du site de Colombo. Et aujourd'hui, ils ont dit au chef de l'État que la première tranche des bâtiments qu'on est en train de construire à Kipé seront livrés à partir de décembre. Le président Alpha Condé, un chef d'État bâtisseur, tient à offrir des logements sociaux de qualité et de quantité suffisante à la population guinéenne, particulièrement celle de Conakry, la capitale, d'ici fin de son mandat. Dans l'actualité encore, mobilisation générale contre le virus Ebola, membres du gouvernement, partenaires au développement s'activent sur le terrain pour aider la population à mieux se protéger contre l'épidémie. En mission de sensibilisation à Dubreka, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a mis son séjour à profit pour visiter le site du barrage de Kaleta. Le point avec Mohamed Amin Kamara. L'aménagement hydroélectrique de Kaleta avance à grands pas. Avec une capacité de production de 240 MW, l'usine va fonctionner sur un système informatisé. Les travaux de réalisation sont aujourd'hui exécutés à environ 80%. Cette mini-centrale hydraulique de 3 MW est installée pour assurer l'alimentation du chantier en courant électrique. À mission de sensibilisation de riposte à Ebola dans les collectivités de Dubreka, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a mis son séjour à profit pour visiter le site de Kaleta. C'est une promesse du président Alpha Condé qui est en train d'être réalisée. Et toute la Guinée attend Kaleta. Et je crois que la Guinée aura ce Kaleta. Selon les ingénieurs, le barrage de Soapeti est 10 fois plus grand que Kaleta, avec une production de 500 MW. C'est pourquoi il est nécessaire d'engager le plus rapidement possible les travaux du projet de Soapeti pour accompagner celui de Kaleta. Avec les lâchers de Soapeti, Kaleta sera bonifié. Donc les deux, c'est pourquoi on les appelle complexes Kaleta Soapeti. Et là aussi, les études de faisabilité technique sont déjà terminées. Le gouvernement est en phase de recherche en ce moment de financement pour pouvoir démarrer Soapeti cette année ou bien l'année prochaine. La fin des travaux du projet d'aménagement hydroélectrique de Kaleta est prévue au mois d'avril 2015. Le département des travaux publics met les bouchées doubles pour relancer les travaux de réhabilitation des routes secondaires de Conakry. Comme vous le constatez, la saison des pluies a fortement endommagé le réseau routier de la capitale. La direction du fonds d'entretien routier rassure que les travaux seront lancés la semaine prochaine. Sekou Fernand Kourma, Rose Porcho, signe ce reportage. Partageant les préoccupations des populations, le directeur général du Fonds d'entretien routier rassure que tout est mis en œuvre pour le démarrage des travaux. Je partage les préoccupations des usagers de la route et plus globalement des populations de Conakry sur l'état de dégradation avancée de nos voiries, ce qui a été aggravé aussi par une pluviométrie très abondante cette année. Et nous avons pris les dispositions nécessaires pour procéder à la réparation de tous ces nids de poules et de toutes ces dégradations sur les voiries primaires et secondaires de la capitale.
Si les populations exigent de l'État beaucoup d'efforts, elles doivent en retour faire preuve de citoyenneté. Nombreuses sont les routes détruites par l'action de l'homme. Le gouvernement, dans sa politique de désenclavement du pays, engage des mesures rigoureuses dans l'attribution des marchés. Il y a énormément de programmes d'investissement qui ont été consentis pour construire de nouvelles routes. Ce qui fait que l'entretien de ces routes devient encore plus cher. Et si parallèlement les populations font des douanes qui, en plus de détruire les véhicules, souvent détruisent carrément le bitume, parce que ce n'est pas fait selon les règles de la... Nous engageons une dizaine de milliards de francs guinéens pour entretenir les routes procéder aux réparations uniquement dans la capitale. Ce ne sera pas suffisant d'ailleurs. Dès la semaine prochaine, les travaux vont démarrer pour que la circulation se fluidifie sur certains axes de la capitale. Une bonne nouvelle pour les usagers de la route. L'autre temps fort de cette édition, incinération de plus de 200 tonnes de farine périmée. L'opération s'est déroulée à Kouria, dans la préfecture de Koya. C'était en présence des autorités du ministère du Commerce. Cette farine, impropre à la consommation, a été saisie par les services spéciaux antidrogue et crimes organisés. Younusa Tawel Kamara a suivi cette opération d'incinération. Regardez. Depuis la découverte de la farine périmée dans un magasin à Matam, le ministère du Commerce est à pied d'œuvre pour trouver une solution idoine à l'affaire. Ce jeudi, il a procédé au transport des sacs de farine moisée sur le site de Kouria, dans la préfecture de Koya, afin de les mettre hors d'usage. Sur les lieux, les mesures de sécurité sont mises en place par les services spéciaux antidrogue et crimes organisés qui appuient le département du commerce dans son combat contre le commerce illicite. La participation du service du colonel Moussa Tcheboro consiste à sécuriser depuis l'embarquement jusqu'au lieu de destruction. Donc des mesures purement sécuritaires, aussi bien du produit déclaré saisi ainsi que les ouvriers qui ont charge d'embarquer ces produits. L'Office national de contrôle des qualités sous l'égide du ministère du Commerce sollicite le soutien des uns et des autres pour éradiquer cette pratique en Guinée. Il y a eu des protocoles d'accord qui ont été signés avec la Direction nationale de la douane et l'Office national de contrôle de qualité à travers le département du commerce. Ça consiste à nous permettre désormais de faire un contrôle systématique de tous les produits à la rentrée et à la sortie. Ils sont en train d'embarquer la farine vers un lieu d'incinération dans la sous-préfecture de Kouria-Koya. Donc c'est une opération qui sera suivie par les services spéciaux de Tchegoro pour sécuriser les personnes et cette marchandise impropre à la consommation. Ces populations curieuses de connaître l'issue de cette opération ont apprécié l'acte qui consiste à nettoyer le marché guinéen pour rendre la consommation propre et saine. Partenariat, recherche, environnement, médias, PREM, œuvre pour la protection et la sauvegarde de l'environnement. L'ONG développe des activités axées sur les modes de prévention contre le changement climatique. Une conférence de presse a été organisée à cet effet ici à Conakry. Marie-Angélique Bangoura était de la partie. Du niveau de mer, l'intrusion saline, la perturbation de la saison pluviométrique, la sécheresse sont entre autres conséquences du changement climatique. Ces effets ont un impact négatif sur l'environnement, l'homme et sa communauté, surtout ceux vivant dans les zones côtières. Dans son projet 2010-2015, le PREM, Partenariat Recherche Environnement Média, a entamé la lutte contre ces effets néfastes pour sauver l'environnement guinéen. Pour une prévision jusqu'en 2050 ou 2075, au moins de 50 cm. Parce qu'on se dit qu'avec les prévisions, le niveau de la mer va monter d'1 mètre à 1,20 m sur nos côtes qui sont très basses. Et il faut faire aussi le reboisement en zone de mangrove pour pouvoir arrêter la fréquence et la force de frappe des vagues sur le rivage. Au compte du projet de renforcement des zones côtières au changement climatique, quelques côtes de Forécaria, Bofa et plus tard du Breka Bokeh doivent bénéficier d'un coup de main. Les ceintures de protection
qui servait de protection naturelle contre le déferlement des vagues, contre l'intrusion saline, ces ceintures de protection sont détruites. Qu'est-ce qu'il faut? C'est faire la sensibilisation, mais aussi inciter la reconstitution de cette ceinture verte-là. Les zones côtières sont vulnérables au changement climatique. L'exemple récent des populations de Forêt-Caria victimes d'inondations en est une parfaite illustration. Je vous le disais en titre, signature de contrat de partenariat entre le ministère de l'Emploi et les futurs formateurs des écoles régionales des arts et métiers. La démarche vise à qualifier davantage le système de l'enseignement technique et rendre plus compétitifs les sortants des écoles professionnelles. Moussa Komara, Momelamine Diallo. Ils sont 70 jeunes à s'engager ici à enseigner pendant 10 ans dans les futures écoles régionales des arts et métiers. Après 3 ans de formation à l'Office national de la formation professionnelle et de la promotion du travail OFPP du Maroc. L'idée est de rendre plus performant l'enseignement technique guinéen et résoudre l'inadéquation entre la formation et l'emploi. Nous avons soumis 260 candidats à une sélection pour obtenir les 70 premiers, les 70 meilleurs. Donc, ont été sélectionnés et ils vont être orientés dans des filières techniques qui correspondent effectivement aux filières que nous voulons installer dans les écoles régionales des arts et métiers. Plus de 30 ans, aucun recrutement de formateurs n'a été fait en enseignement technique, alors que le corps professoral est vieillissant. Ces formateurs stagiaires affichent leur volonté de prendre la relève. Ils seront formés dans les filières comme électricité et instrumentation industrielle, maintenance, bâtiments gros œuvres ou encore conducteurs des travaux publics. C'est la suite logique du programme qui est initié depuis que le président de la République est arrivé, à savoir renforcer la formation professionnelle en Guinée. Donc il y a un programme qui prévoit la construction de nouvelles écoles régionales des arts et métiers, de centres de formation professionnelle, et avec ça, la formation de formateurs, puisque déjà le système de l'enseignement technique n'avait pas suffisamment de formateurs. Nous signons ces contrats pour que ces 70 formateurs aillent se préparer de manière à ce que lorsque les ERAM seront terminés, tout de suite, il y aura un lot de formateurs disponibles. Plus de 200 milliards de francs guinéens seront déboursés par l'État pour assurer leur formation. L'État s'engage également à les intégrer à la fonction publique au terme de leurs 3 ans de formation. Les jours à venir, ils seront au Maroc. Je prends mon engagement d'accomplir ma mission et je prie Dieu que nous partons là-bas en bonne santé, suivre les 3 années de formation, puis revenir servir notre nation avec fierté. Avec l'appui du Fonds saoudien de développement, la construction et l'équipement des 4 écoles régionales des arts et métiers à Boké, l'Abbé Kanka et Zérékouré sont déjà acquis. L'enveloppe s'élève à 23 millions de dollars américains. Dans le même registre, les spécialistes des questions juvéniles étaient en discussion à Conakry. Objectif, trouver des voies et moyens en vue d'impliquer les jeunes dans le processus de développement. C'est une initiative du Centre Femmes, Citoyenneté et Paix. Abdou Karim Kamara, Yene Yansani ont suivi les travaux. Le Centre Femmes, Citoyenneté et Paix pense qu'il est temps de donner de la visibilité aux actions de la jeunesse en Guinée. Pour le Centre FECPA, les jeunes Guinéens doivent imprimer leur marque de fabrique afin de bâtir la paix et la prospérité du pays. Pendant 2 jours, ces acteurs venus de divers horizons se sont penchés sur la nécessité de trouver des pistes de solutions pour la promotion des jeunes. L'objectif de c'est un nombre important d'informations par rapport aux problèmes que rencontrent les jeunes de Guinée. Et au regard de cela nous permettrait un peu de dynamiser nos interventions auprès des jeunes. La jeunesse constitue la frange la plus importante de la population ouest-africaine et aussi que la jeunesse possède tout le potentiel créatif qui pourrait changer la face du continent, donc qui pourrait contribuer de façon effective à apporter cette valeur ajoutée africaine et donc à sortir nos pays de la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement.
Parmi les participants à cette rencontre, des associations et clubs de jeunes. Ils sont convaincus désormais de jouer leur partition dans le développement socio-économique de la Guinée, d'où un rapport sous forme de plaidoyer en leur faveur auprès des décideurs, lequel plaidoyer cadre avec la charte africaine de la jeunesse selon les représentants du gouvernement. C'est vraiment mettre un accent particulier sur le contrôle, sur non seulement l'adoption des lois qui favorisent la promotion de la jeunesse, mais aussi mettre un accent particulier sur le contrôle de l'exécution de ces lois-là. Il y a aussi la société civile et les partis politiques qui ont vraiment pour devoir d'éduquer de façon citoyenne les jeunes, de façon globale la population, mais particulièrement les jeunes. La rencontre a réuni 48 participants. Au terme des 2 jours de réflexion, il est prévu un documentaire sur les histoires de vie des jeunes et des participants. L'Institut Nako Yabaté offre une formation à une vingtaine de journalistes et techniciens de la RTG. La formation est axée sur la maîtrise des outils informatiques. Cette formation s'inscrit dans le cadre de partenariat entre l'Institut Nako Yabaté et la RTG. Voici le reportage de ça à Marathon. À quelques mois du passage de l'analogie au numérique, la direction générale de la RTG Koloma multiplie des séances de formation pour ses travailleurs. Cette fois, une vingtaine de professionnels entament une formation en informatique à l'Institut Nako Yabaté. Objectif, permettre à ces hommes de médias de s'adapter aux nouvelles exigences de leur profession. Cette formation est venue au temps opportun parce que vous savez, avec la migration de l'analogique au numérique, il faudrait que tous les techniciens et tous les journalistes soient capables de manipuler l'outil informatique. C'est un passage obligatoire. Durant un mois, ces travailleurs de la RTG Koloma vont apprendre les logiciels de base indispensables à leur épanouissement dans le métier de journalisme. Nous avons le Windows, le Word et Excel. Et ces 3 modules, je sais bien que, Inch'Allah, nous ferons de notre mieux pour que les cadres soient vraiment satisfaits, pour que la RTG aussi soit au rendez-vous du 3e millénaire. Ce partenariat a commencé depuis maintenant plus de 10 ans. Et depuis son arrivée à la tête de la RTG, nous avons formé 150 journalistes et techniciens. C'est un partenariat très important pour nous parce que c'est à travers ce partenariat aujourd'hui que Nako est connu à travers le monde. Et je sais que la RTG aussi profite aussi de ce partenariat parce qu'avec 150 journalistes et techniciens formés, je crois que c'est important. Et surtout que la RTG dans 6 mois doit passer de l'analogique au numérique. L'Institut Nako Yabaté promet d'accompagner la RTG Koloma dans tout son processus de migration de l'analogie au numérique à travers la formation de ses employés. Une centaine de travailleurs avaient été formés au cours du premier semestre de l'année. La lutte contre la fièvre Ebola, l'appel à la mobilisation du chef de l'État, professeur Alpha Condé, est suivi d'effets. En plus des dispositifs existants à l'aéroport de Conakry, d'autres matériels de riposte viennent d'être mis à la disposition des autorités de l'aéroport. Il s'agit des thermoflash de haute capacité. La stratégie vise à renforcer davantage la surveillance des passagers. Sori de Kera, reportage. L'aéroport international de Conakry-Bessia, il retient l'attention du gouvernement et des partenaires impliqués dans la lutte contre l'épidémie de la fièvre Ebola. Ces thermoflash de haute capacité et des kits de lavage des mains sont mis à la disposition des autorités aéroportières par la coordination nationale de riposte à la maladie. Des moyens qui visent à assurer le maximum de sécurité aux passagers tant au départ qu'à l'arrivée. Il va être utilisé dans les différents points de sortie. Premier point, avant l'enregistrement, 2 fois les températures seront contrôlées et encore à l'embarquement, la température sera contrôlée par le même équipement. C'est un plus pour notre aéroport et je pense que nous sommes pratiquement au point pour le contrôle de tous les passagers à destination des autres pays. Notre aéroport était déjà doté de dispositifs sanitaires qui effectuaient pratiquement tout le contrôle parce que depuis avril à nos jours, on n'a jamais eu à déplorer le départ d'un passager malade sur les autres destinations.
L'opération de distribution est assurée par l'unité logistique de la cellule de coordination nationale de riposte à Ebola. L'objectif est de renforcer les capacités logistiques de l'aéroport, considéré comme la vitrine des différentes voies d'accès du pays. La coordination prendra toutes les dispositions pour renforcer les capacités en matière logistique, capacités en matière de personnel et capacités en matière de surveillance. Cette opération intervient au moment où la communauté internationale est fortement mobilisée aux côtés de la Guinée dans son offensive contre l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Outre l'aéroport international de Conakry, d'autres points stratégiques de la capitale et de l'intérieur du pays seront bientôt dotés de moyens efficaces de riposte contre le virus. Même préoccupation, l'administrateur de l'agence américaine pour le développement international, USAID, est à Conakry et multiplie des rencontres avec les autorités, les organisations humanitaires et la coordination de riposte à Ebola. Il a entamé ces rencontres par la remise de plus de 1000 tonnes de vivres aux victimes d'Ebola. Safia Toukondi, reportage. Depuis que les premiers cas d'Ebola ont été signalés en Afrique de l'Ouest en mars 2014, les États-Unis ont organisé une riposte pour contenir et arrêter l'épidémie. Cette aide à l'endroit de la Guinée est la prise en charge de 365 000 personnes non touchées par la maladie. Pendant 6 mois, la sécurité alimentaire sera assurée à ces personnes déjà ciblées par le Programme alimentaire mondial. Il ne s'agit donc pas d'une opération classique du PAM, de lutte contre l'insécurité alimentaire, mais ici l'objectif clairement est de permettre que les personnes qui sont malades, qui sont dans les centres de santé, qui sont affectées, les communautés qui sont les plus déstabilisées, puissent avoir de la nourriture pour pouvoir récupérer déjà, en ce qui concerne ceux qui sont malades, et aussi pour faire face, disons, au déficit que la maladie ou le contexte a engendré au niveau des communautés qui sont les plus durement affectées. Offerte par l'USAID à travers le PAM, 1673 tonnes de nourriture pour un coût de 12 milliards de francs guinéens seront distribuées aux victimes d'Ebola. La Guinée forestière sera privilégiée. Il s'agit d'apports importants, significatifs et adaptés à nos préoccupations et à nos besoins prioritaires. Et votre institution fait partie des partenaires de la Guinée. Reconnaissant que ceci est un effort très puissant déployé en vue de venir en aide aux populations affectées, mais il est aussi important de reconnaître que ceci est un message fort qui va nous permettre de faire face à cette situation d'Ebola dans cette région, dans ce pays. Cette crise, bien qu'elle soit sanitaire, elle est aussi humanitaire. C'est pourquoi l'administrateur de l'USAID a profité de son séjour à Conakry pour se rendre au chevet des victimes d'Ebola à Donka. Dans le même registre, une mission gouvernementale conduite par le ministre du Commerce vient de séjourner dans la préfecture de Guékédou. Elle a sillonné Wende Kenema, Nongwa, situé à la frontière entre la Guinée et la Sierra Leone. Objectif, véhiculer le message de prévention contre le virus Ebola. Francis Collier sur les pas de la mission gouvernementale. Depuis la déclaration du virus Ebola en mi-mars dernier en Guinée, Guékédou est indexé par plusieurs comme étant la capitale de la maladie. Cette considération, doublée des erreurs de communication, avait poussé par endroits les populations à la violence. Mais avec l'implication du ministre Marc Yombnou, un fils du terroir, les populations se montrent aujourd'hui ouvertes à la sensibilisation contre Ebola. Mais aujourd'hui, avec le déploiement de toutes les forces, aujourd'hui, on peut dire Dieu merci, à Guékédou, il y a un peu d'apaisement. À Guékédou centre et à l'intérieur de la préfecture, comme ici à Wende Kenema, une des localités qui avait rejeté les agents sensibilisateurs, les populations se disent maintenant prêtes à faire front commun contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Nous allons continuer à lutter contre cette maladie en allant dans chaque foyer, en tenant un enseignement bien approprié. Partout, la mission de sensibilisation conduite par le ministre du Commerce a demandé l'implication de tous pour une victoire définitive contre le virus Ebola. J'étais là il y a de cela 3 mois et ce qu'on avait comme statistique sur le cas de Guékédou seulement était alarmant par rapport à aujourd'hui. Ça veut dire que par rapport à la situation de départ,
la sensibilisation apportée à Guékédou. La population a compris et la population maintenant prend des mesures d'urgence pour éradiquer le mal. Premier effet de cette sensibilisation, la chambre préfectorale du commerce a offert des kits tout en exigeant que la pratique du lavage des mains soit observée par tous les commerçants de la préfecture. C'est pourquoi d'ailleurs Marc Yombuno est allé voir les dispositifs de contrôle au débarcadère de Nongwa sur le fleuve Makona, situé à 3 km seulement de la Sierra Leone. Même préoccupation, le ministre de la Santé s'est rendu à Zérékouré pour échanger avec les acteurs impliqués dans la lutte contre le virus Ebola. Les entretiens ont porté sur les nouvelles stratégies à mettre en œuvre pour combattre l'épidémie. Le colonel Rémi Lama a rencontré également les hommes en uniforme basés à Yelenzo, situé à la frontière avec le Libéria, pour les inviter à redoubler de vigilance. La jeunesse présidentielle Alpha Condé, GEPAC, poursuit sa campagne de sensibilisation et de distribution des kits sanitaires à la population de la capitale. Après Matoto, GEPAC a offert des kits de prévention contre Ebola au lieu de cultes et des marchés de la commune de Matam. La stratégie vise à endiguer la fièvre hémorragique à virus Ebola. Mamadi Gassama signe ce reportage. C'est parti pour la seconde étape de la campagne de distribution des kits sanitaires de la GEPAC. Réunie en ordre de bataille, la jeunesse présidentielle Alpha Condé, à travers ses dons de kits, entend associer ses efforts à ceux du gouvernement et les partenaires pour stopper la fièvre hémorragique à virus Ebola en Guinée. Ce qui a motivé la jeunesse présidentielle Alpha Condé à faire la remise de ces kits matériels, nous avons constaté avec regret l'avancée de cette maladie qui a endeuillé des centaines de familles dans notre nation. C'est pour cela la GEPAC, nous avions décidé d'accompagner le chef de l'État, le président Alpha Condé et son gouvernement en faisant des remises de ces kits matériels. Nous allons continuer à élargir nos efforts sur Conakry. Je vais parler des 5 communes de Conakry. 3 endroits sont ciblés dans la commune de Matam. Il s'agit du grand marché de Bonfim et les 2 grandes mosquées du même quartier. Pour moi, c'est une fierté, ainsi que toute la population marchande, de recevoir ce grand cadeau que vous venez d'offrir. On est très réconfortés pour la lutte contre la maladie Ebola. Nous voulons que la maladie là s'en aille pour tout bon. Avec cette nouvelle offensive de la GEPAC, la solidarité est plus que de mise contre l'épidémie Ebola qui sévit dans le pays. Signature de convention de coopération entre la Guinée et la France. Elle porte sur la formation en matière de sécurité intérieure. La signature a eu lieu au siège du haut commandement de la gendarmerie nationale. C'est le ministre délégué à la défense nationale qui a présidé la cérémonie, sergent Alassane Yabi, et correspondant de la presse militaire. La Guinée et la France s'engagent de nouveau en matière de coopération de défense. Une convention est signée à cet effet. Elle définit les conditions de participation des 2 parties au développement de la gendarmerie guinéenne à travers l'expertise française. Avec la signature de cette convention, on marque par les écrits, avec un engagement dans la durée et avec des objectifs d'atteindre des résultats d'ici la fin de l'année 2015, un certain nombre d'actions que nous identifions et qui correspondent à des priorités reconnues de part et d'autre, portant particulièrement sur les formations en matière d'enquête, la constitution d'un laboratoire, continuer tout le travail qui a été fait dans le domaine de la police judiciaire. Ça, c'est un élément important, et aussi le renforcement des composantes air et mer de la gendarmerie. La partie guinéenne, représentée par le ministre délégué à la défense nationale, se réjouit de la signature de cette convention. Une convention qui répond aux besoins de la réforme en cours. La réforme des forces de défense et de sécurité est en marche. Aujourd'hui, c'est une étape décisive, c'est une avancée remarquable qui a été prise entre la France et la Guinée dans le cadre de son appui à la réforme du secteur de sécurité. Une fois adoptée par l'Assemblée nationale et promulguée par le président de la République, cette convention va régir la coopération entre les 2 gendarmeries pour l'année 2015.
Et puis la direction générale de la police et le haut commandement de la gendarmerie nationale s'élèvent contre les usagers de la route circulant dans les voitures non immatriculées. Elles l'ont fait savoir dans un communiqué conjoint suivi en direct dans ce journal. La direction générale de la police nationale et le haut commandement de la gendarmerie nationale, direction de la justice militaire, constate avec regret que nombreux sont des usagers qui circulent à bord des véhicules de tout genre sans plaque d'immatriculation sur l'ensemble du territoire national. Ce comportement qui contribue à la prolifération du grand banditisme et de la criminalité est un fait délictuel prévu et puni par la loi. À compter de ce jour, la Direction générale de la police nationale et le haut commandement de la gendarmerie nationale, direction de la justice militaire, invitent les usagers à se conformer à la loi. Tout véhicule qui sera arraisonné sans plaque d'immatriculation sera mis en fourrière à la disposition de la Direction centrale de la sécurité routière ou la Direction générale de la gendarmerie routière. La Direction générale de la police nationale et le haut commandement de la gendarmerie nationale, Direction de la justice militaire, comptent sur l'esprit civique des uns et des autres et s'engagent résolument dans la lutte contre l'insécurité dans l'intérêt exclusif des citoyens. Conakry, le 17 octobre 2014, la Direction générale de la police nationale et le haut commandement de la gendarmerie nationale, Direction de la justice militaire. Je vous remercie. Voilà, c'était là donc la déclaration de la Direction générale de la police nationale et le commandant de la gendarmerie nationale, direction de la police de la justice militaire. À travers sa campagne de mobilisation, Ecobank s'implique dans la lutte contre Ebola, mais sur un autre plan, Ecobank vient de récompenser 5 de ses clients avec plusieurs lots. Nous vous proposons ce public reportage. À travers sa campagne de mobilisation des dépôts, DMC, elle vient de récompenser 6 de ses clients les plus fidèles. La remise des lots s'est déroulée le vendredi 12 septembre 2014 dans un grand hôtel de la place où 5 des clients d'Ecobank sont repartis, chacun avec un groupe électrogène, quand le 6e bénéficiait d'un week-end de rêve dans ce grand hôtel de la place. Et comme vous l'avez dit, effectivement, depuis bientôt 2 ans et 12 mois, nous avons donc pour l'habitude de faire bénéficier à nos clients fidèles un certain nombre de choses, de cadeaux. Le choix des gagnants a ensuite été certifié par Maître Kamara Ali Badra et Madame Keita Tiranke Kaba de la Lonagui. Ce fut ensuite le moment pour les fidèles clients de recevoir leur lot, non sans émotion. Monsieur Barry Tierno Sadou, un groupe électrogène. C'est une banque qui est efficace. Vous avez entendu, ça s'applaudit. C'est une banque qui est efficace. Ça fait du cœur, ça fait de son cœur. Monsieur Diallo Mohamed Mansour, un groupe électrogène. Cette banque, c'est une banque africaine. C'est une fierté pour l'Afrique. Ça s'applaudit. Monsieur Keita Mamadi, un groupe électrogène. Monsieur Ba Mamadou Bailou, représenté par Monsieur Amadou Tafsir Ndem, un groupe électrogène. Monsieur Conte Mustafa, un groupe électrogène. C'est un appel à tous les grands commerçants de venir ouvrir un compte à l'Ecobank car le numéro est surtout. Enfin, la clé de la chambre pour le week-end de rêve a été remise à Monsieur Keita Moussa. Je peux faire l'appel à tous les Guinéens, les commerçants, les importateurs, tout le monde est venu ouvrir rapidement un compte à l'Ecobank. C'est là-bas il y a la réussite.
Rappelons qu'il vous suffit de déposer au moins 10 millions de francs guinéens sur votre compte et de le garder pendant au moins 2 mois pour être tiré au sort. Plus vous effectuez des dépôts, plus vous avez de chances d'être parmi les heureux gagnants. Et qui sait, vous serez peut-être le gagnant du billet d'avion aller-retour sur Paris, la ville lumière. La campagne de mobilisation des dépôts continue jusqu'au 31 décembre 2014. Rendez-vous pour le 2e tirage dans 2 mois avec des smartphones et des électroménagers. Voilà, ce public reportage met fin à cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À demain.